Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez partout dans le monde car c'est votre émission sur votre chaîne Univers Télévision. Vous nous suivez sur Canal+, fréquence 482 et dans tout le bouquet du monde. Vous êtes en train de nous suivre après le passage des Golden Boy et évangéliste Kiziamina Roger Baka et tant d'autres. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter l'âme de Dieu, l'écrivain de la République, pasteur ou docteur Silas. Il est ici avec nous, responsable de l'église Cité Rama, un penseur, un scientifique, l'homme qui voit le Congo en grand. Il est ici avec nous. Docteur Silas, soyez le bienvenu. Merci Delphin, merci, c'est un plaisir d'être sur ce plateau, cogiter ensemble sur notre société, notre nation, voilà. Et je profite aussi pour vous souhaiter, présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2024, à vous ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Voilà, d'entrée des jeux, avant tout, j'aimerais quand même avoir vos impressions quand vous avez accédé dans cette parcelle historique de la famille Tshisekedi. Quelle était d'abord, c'est quoi vos impressions en voyant cette parcelle qui a une histoire, hein? Bon, c'est vrai, c'est un tout petit peu, c'est très pathétique, émouvant, surtout du fait que l'ancien Premier ministre a résidé ici, sa partie a résidé ici. J'ai même appris que l'actuel chef de l'État a aussi passé une partie de sa jeunesse ici même dans ces locaux, qui hier étaient leur résidence. Mais je crois que l'un des faits les plus marquants et les plus récents, c'est lorsque l'on a vu dans les images que c'est ici que le président de la République est venu suivre la proclamation de résultats provisoires faite par la CENI. Donc voilà, nous sommes en train d'emprunter un virage à la fois prophétique, mais aussi auquel nous pourrons ajouter 2 ou 3 éléments qui puissent lui donner une connotation à la fois géopolitique et géostratégique, parce que en tant que nation, en tant qu'État, il faudrait les reconnaître que nous sommes en train d'avancer vers un idéal auquel ont aspiré nos pères de l'indépendance, un idéal auquel ont aspiré ceux qui ont été avant nous, et nous sommes heureux, nous, cette génération, si pas de voir la matérialisation, la concrétisation de cet idéal, mais néanmoins de voir quand même les débris de cette architecture qui est sur le point, pas pour nous seulement, mais aussi pour nos enfants, cette architecture qui sera demain exhibée aux yeux du monde et aux yeux de l'Afrique. Et cette architecture n'est rien d'autre qu'un Congo fort, un Congo puissant, un Congo qui inspire la peur, mais aussi un Congo qui sert de modèle. Merci, docteur Silas. C'est vraiment une belle histoire pour la République démocratique du Congo. Je me rappelle récemment, on était avec notre mémé nationale, Maman Martha Kassalou. Elle nous expliquait l'histoire de chaque chambre, de chaque pièce de cette maison. Et aussi, comme le docteur vient de le dire, les jours de la proclamation de la CENI, le chef de l'État était ici avec tous les ministres et les membres de l'Union sacrée. C'était ici, c'était vraiment un événement incroyable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vraiment, notre sujet, c'était important quand même qu'on puisse en parler parce que la parcelle fait partie de l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, on vous a invité, on vous a convoqué parce que vous êtes un scientifique, un écrivain, quelqu'un qui peut orienter également les dirigeants pour mieux faire. Avec vous, on va parler d'un sujet important. Hier, c'était l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le 2e mandat. Quoi attendre de ce nouveau quinquennat? C'est avec vous, docteur Silas. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez,
C'est vrai qu'hier, j'ai suivi de manière très entrecoupée parce que j'étais à l'université. Donc, de temps en temps, je suivais des extraits. Il faudrait d'abord situer la question dans son contexte historique, pour dire que c'est un grand événement, une grande avancée dans notre marche vers notre processus de démocratisation. Je dis processus de démocratisation parce que je considère la démocratie comme étant un processus et non pas un simple événement. Cette démocratie qui avance aussi de par la qualité des élections que nous organisons lorsque l'on donne au peuple la possibilité de choisir ses propres dirigeants. Nous sommes à notre quatrième scrutin, je crois, quatrième élection présidentielle, 2006, 2011, 2018 et aujourd'hui 2023. C'est un grand pas. D'aucuns auraient cru que cela ne pouvait arriver ailleurs sauf au Congo. Et nous sommes très heureux, nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour présenter nos félicitations à l'heureux gagnant, au chef de l'État, qui a réussi à se faire réélire. Mais aussi, il faudrait ici souhaiter tous ceux-là qui l'ont accompagné dans cette grande lutte, parce que lorsqu'on est élu en tant qu'un chef d'État, on ne vote pas que vous. C'est aussi les aspirations du peuple que l'on vote. Le peuple vous vote parce qu'il voit en vous l'incarnation de cet agent capable de le conduire au bon port. Donc, félicitations au chef de l'État, félicitations à tous ceux qui ont mouillé leur maillot autour du chef pour que cela soit possible. Mais aussi, après les élections, tous ces gens. Après les élections, ce n'est plus la victoire de l'Union sacrée, ce n'est plus la victoire de l'UDPS ou de la famille politique du chef de l'État, c'est maintenant la victoire de la République tout entière. Parce que celui à propos de qui nous sommes en train de parler n'est plus le candidat numéro 20, maintenant c'est le chef de l'État. Celui qui préside aux destinées de la République. Celui qui devient le tout premier représentant spirituel même devant Dieu, celui qui nous engage devant les autres États et même devant les instances internationales. Donc celui pour qui nous ployons nos genoux, prions en sa faveur pour que ce mandat soit un mandat fructueux. Une parenthèse s'il vous plaît, parce que vous venez de soulever que vous avez dit que le chef de l'État devient le responsable spirituel de la RDC et les responsables coutumiers aussi. Oui, parce qu'en tant que chef de terre, les chefs coutumiers sont chefs des entités territoriales. Ils sont chefs des espaces territoriaux, ils sont chefs de villages, ils sont chefs de districts, ils sont chefs de collectivités, ainsi de suite. Mais il y a une méga collectivité, il y a une méga entité qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui s'étend sur 2 345 000 km². Et cet espace territorial, cet espace géographique a aussi un chef traditionnel. Et ce chef traditionnel, ou en l'occurrence, c'est le chef de l'État. Et je sais qu'il y a une grande confusion tout autour parce que nous avons une certaine perception de ce qu'est un chef coutumier. On dit que c'est le pouvoir coutumier. On lui a donné la canne, tout ça. Ce sont des symboles de pouvoir. Ne vous en faites pas. Même David avait une canne. David avait une canne. Rappelez-vous, lorsque la reine Esther s'approcha du roi Assuérus, la Bible dit que le roi lui tendit son spectre, c'est-à-dire c'est un élément de pouvoir. Le pouvoir, la canne n'est pas le pouvoir, la canne est un élément de pouvoir. Et vous remarquerez, à l'époque de Mobutu, beaucoup de gens avaient la même canne de Mobutu, mais il n'était pas Mobutu. C'est pour faire la différence entre les symboliques et l'essence même, la chose que le symbolique symbolise. Alors, en tant que tel, il est aussi chef de terre. Et lui n'est pas le chef de Bapende, il n'est pas le chef de Basakata, il n'est pas le chef de Bashi. Il n'est pas le chef des clans. Il n'est pas le chef des clans, il est le chef de la République, le chef de la République démocratique du Congo. De deux, il est aussi le chef spirituel. Le seul Congolais qui engage la République démocratique du Congo devant Dieu. Le seul. Quand seul dont Dieu, il y a des confessions religieuses parce que en effet, je vais expliquer.
Dans la Bible, il existe 3 types d'onctions dans l'Ancienne Alliance, et ces 3 onctions n'ont pas disparu dans la Nouvelle Alliance. Il y a l'onction royale, il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est l'onction dans laquelle officiait ou opérait le prophète, dont le mandat consistait à parler de la part de Dieu au peuple, alors que l'onction sacerdotale, c'était pour les sacrificateurs, le prêtre, qui prenait les problèmes du peuple et qui l'amenait devant Dieu afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Et l'onction royale était l'onction réservée à celui que Dieu avait établi pour présider aux destinées du roi, du royaume. Et dans ces royaumes, on y trouve les prophètes, on y trouve le roi, les sacrificateurs. Ce qui signifie que spirituellement parlant, l'onction royale prend une prédominance à imprimante sur l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Il est vrai que c'est le prophète qui établit le roi, mais dès l'instant où le prophète établit le roi qui est établi par les prophètes, spirituellement parlant, prend le dessus. Je vous donne 2 exemples. C'est comme ça, par exemple, que vous allez constater que lorsque Samuel établit, il oint David devant ses frères dans 1 Samuel chapitre 16, d'abord, il établit Saoul dans 1 Samuel chapitre 10, il établit Saoul comme étant roi sur Israël. Mais lorsque Dieu lui dit de ne plus prier en faveur de Saoul, parce que Dieu l'a abandonné, qu'il établisse un autre à la place de Saoul, Samuel descend vers Bethléem pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe, en l'occurrence David. Et en cours de route, Samuel pose la question, et si Saoul apprenait, Saoul le roi rejeté apprenait que je viens oindre un autre roi à sa place. Dieu ne lui a pas dit, je m'en fous, c'est moi qui ai établi Saoul. Non, non. Remarquez l'honneur et la place que Dieu accorde à l'onction royale. Il dit à Samuel, si jamais on te pose la question, tu leur diras que tu vas pour faire un sacrifice à l'Éternel. Or, en réalité, Samuel venait pour oindre David. Donc vous considérez un peu le poids que l'onction royale représente sur la balance des onctions par rapport à l'onction sacerdotale et à l'onction prophétique. L'onction sacerdotale a une prédominance avant que le roi ne soit établi. C'est ainsi qu'un prophète peut commettre autant de péchés qu'il voudra. Il peut commettre des abominations. Cela retombera sur lui, sur sa famille et peut-être même sur les cercles très fermés de l'Église ou du ministère qu'il dirige. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef de l'État, cela peut avoir des répercussions, une incidence énorme et malheureuse sur la République tout entière, et cela pour des générations et des générations. Voilà pourquoi il est important, comme l'apôtre Paul le dit aux Romains, de pouvoir à Timothée, de pouvoir prier pour ceux qui sont élevés en dignité, de pouvoir prier pour ceux qui nous gouvernent. On ne prie pas pour le chef de l'État, on ne prie pas pour le gouvernant parce qu'on les aime. Ce n'est pas par militantisme qu'on le fait, mais c'est aussi pour pouvoir les aider à ne pas prendre des engagements qui, au départ, pourraient avoir des connotations politiciennes, mais avec des incidences ou des conséquences spirituelles fâcheuses. Voilà. Quelque part, dans la Bible, on dit « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. » Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Vous réussirez. Alors, on se confie à vous parce que vous êtes un serviteur des dieux. Il y a eu l'investiture, le deuxième mandat. Avant ce deuxième mandat, il y a eu autant de prophéties, autant de l'incidie, autant de l'incidie. Aujourd'hui, le chef est là, on se confie à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les chaos, pour que le Congo gagne et que le peuple congolais bénéficie quand même de ce nouveau Congo? Vous savez, lorsque je vis les quelques brides que je vis hier à la télé, même tard la nuit dans les réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait très vite capitaliser cette glorieuse et historique journée du 20 janvier 2024. Lorsque je vis l'engouement, lorsque je vis l'attente, le peuple a pu manifester en venant très nombreux dans les stades, lorsque je vois le cortège du chef de l'État depuis sa résidence officielle jusqu'au stade des Martyrs, eh bien, je crois qu'il y a une page de l'histoire qui est en train d'être tournée et nous sommes sur le point, en tant que nation, en tant que société responsable, d'écrire une nouvelle page avec une encre rose.
il faudrait que ce second mandat soit le mandat de la grandeur. Mandat? De la grandeur. Okay. Il faudrait le Congo est déjà grand. Le Congo est grand en tant qu'espace. Okay. Mais le Congo doit construire sa grandeur dans ce grand espace, okay, que Dieu lui a doté. Okay. Le Congo est grand, mais le Congo doit devenir grand. Il faudrait que cela parte du discours, quitte un simple narratif, pour devenir une réalité matérielle, une réalité palpable. Et pour cela, je crois que nous avons devant nous 5 ans. 5 ans pour pouvoir reformuler nos paradigmes. 5 ans pour pouvoir placer le Congo au-dessus des partis politiques. 5 ans pour pouvoir placer le Congo au-dessus de nos tribus et de nos clans. 5 ans pour pouvoir conjuguer un Congo patriocrate. Un Congo où la patriocratie prend même le dessus sur la démocratie, où la patriocratie prend le dessus sur le tribalisme, où la patriocratie prend le dessus. Parce que lorsque j'ai écouté les différents discours qu'a tenu le chef de l'État tout au long de sa campagne électorale, je vis à la fois quelqu'un qui voudrait changer de fusil d'épaule. Je vis à la fois quelqu'un qui était conscient de ce qui aurait pu être fait, mais qui n'a pas été fait, mais aussi quelqu'un qui n'a pas désespéré et qui attendait cette occasion. Eh bien, l'occasion lui est donnée, l'occasion nous est donnée en tant qu'élite pour pouvoir faire de ce deuxième mandat un mandat glorieux, un mandat de l'histoire. C'est-à-dire un mandat où le chef de l'État n'a plus besoin d'un score politicien, il a plutôt besoin, lui aussi, de se trouver une très belle place dans le panthéon du Congo. Pas un mandat de figurant. Non, non, surtout pas ça. Pas un mandat de figurant, un mandat d'héritage. Un mandat où il va travailler à la fois pour s'ériger en standard, c'est-à-dire travailler de manière à ce qu'il devienne le type de chef d'État dont on aurait besoin dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il devienne le profil imaginaire, le profil spirituel même, et pourquoi pas intellectuel, de celui que demain on voudrait choisir. Qu'est-ce que cela signifie? Demain, quand on voudra avoir besoin de candidats présidentiels, qu'ils deviennent les standards. Okay. C'est-à-dire que celui qui croit être en deçà de ce qu'il sera lui à la fin de ce mandat, désiste par lui-même. Mais celui qui croit qu'il a des capacités, qu'il a les atouts, qu'il a les qualités, dont le chef de l'État va devenir l'exemple, que celui-là pour se dire, voilà, moi aussi, je peux postuler parce que je crois avoir au plus ou moins quelques similarités en termes de profil, en termes de qualité, en termes d'exigence, comme l'actuel chef de l'État. Là, vous les placez un peu très haut. Je ne les place pas. Non, 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 nullement. C'est son devoir d'être le modèle du Congolais qu'il nous faudra. Une référence. Une référence. Il doit briller par l'exemplarité. Et ceux qui sont autour de lui doivent modeler ces types-là. Parce que le chef, on le fabrique. Okay. Le chef, c'est Dieu qui le choisit. Et sa notoriété, son aura, c'est le travail que fait l'industrie qui constitue son entourage. On le modèle. Okay? On lui construit, non pas pour fabriquer un dictateur, mais pour fabriquer un modèle. Est-ce que ce n'est pas ce qui tue les pays? Il semble qu'il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais chefs. Si vous dites que le chef, on le fabrique par son entourage, ce qui veut dire que le chef n'a pas la vision. C'est le chef plutôt qui doit primer sur... Non, non, la preuve, d'ailleurs, la preuve que le chef a la vision, c'est dans les choix ou dans les recrutements qu'il fait pour son entourage. Parce que on appelle les gens autour de soi pour faire quoi? Pas pour s'asseoir. On les recrute. En anglais, il y a un terme hollywoodien que j'aime bien utiliser, qu'on utilise aujourd'hui dans les leadership ou dans les managements de grandes entreprises, le smart casting, c'est-à-dire un casting intelligent. Et les castings en question, c'est fait sur base des idéaux qu'on s'est assignés, qu'on s'est choisis, du cahier des charges qu'on a élaboré, de la vision qu'on a. On n'appelle pas les gens autour de soi pour leur donner du travail. Un chef ne donne pas du travail aux collaborateurs. Un chef
sélectionne la main-d'œuvre, il sélectionne les cerveaux capables de l'aider à réaliser. C'est pourquoi il a été placé à cette position. C'est pourquoi Dieu lui a fait confiance et c'est pourquoi le peuple lui a montré cette confiance en les choisissant. Mais docteur Silas, vous êtes pasteur responsable de l'église Cité Rama, écrivain, penseur scientifique, mais j'aimerais quand même que vous puissiez être d'accord avec nos réalités. Hier, en écoutant le chef de l'État, il dit il attend dès que la majorité va se dégager, c'est alors qu'il va faire son gouvernement. Ce que vous dites, c'est bien, mais il est obligé d'attendre cette majorité pour donner les quotas à chaque regroupement ou à chaque force. Pensez-vous qu'il peut être seul, faire comme un électron libre, faire les choix comme il veut, du moment que la Constitution l'oblige à travailler avec... Le chef a l'obligation, d'abord, du fait d'avoir lutté pendant plus de 37 ans pour l'instauration de la démocratie, pour le respect des règles, il a l'obligation de servir de modèle, en observant et en respectant la Constitution. Les lois de la République. Les lois de la République. Mais il doit aussi savoir que lorsqu'on parle de collaborateurs, il ne s'agit pas que de l'exécutif. C'est vrai que c'est la majorité de la majorité, c'est du Parlement qu'on va ressortir une majorité qui va mettre en place un gouvernement et qui aura pour mission de travailler avec le président de la République. Mais il n'y a pas que les fonctions ministérielles. Et c'est aussi ça un des problèmes que nous avons dans notre pays, parce que tout le monde veut être ministre. On croit que on ne peut servir l'État ou la nation qu'en étant ministre. Vous savez, reconstruire un pays si vaste, avec autant de problèmes. Le Congo a des problèmes complexes, des problèmes diversifiés, presque à tous les niveaux de la vie. Et à tous ces niveaux, le chef a besoin d'avoir de collaborateurs entre guillemets, parce que ce n'est pas tout le monde qui les verra directement, mais au moins des personnes qui pourraient implémenter à n'importe quel niveau la vision qui est la sienne. Dans les chefs de corps. Pas seulement les chefs de corps, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des universités. Je vous donne un exemple simple. Si le chef veut d'un Congo, un Congo fort, un Congo qui brille, un Congo qui s'impose au centre de l'Afrique, un Congo qui joue sa partition dans la dynamique géopolitique internationale du monde mondial aujourd'hui, le chef aura besoin de jeunes Congolais bien formés. Mais qui seront ces collaborateurs? Ce sont les enseignants. Ces enseignants qui se retrouvent à Mopompa, qui se retrouvent à Kassamboulou, qui se retrouvent à Kasumbalesa, qui se retrouvent partout ailleurs dans le Congo. Ils deviennent les chefs, ils deviennent des collaborateurs indirects. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en train de rêver d'un Congo grand. Or, on ne peut pas avoir un Congo grand si on n'a pas de Congolais grand. Mais comment est-ce que le Congolais devienne grand? C'est lorsque notre capital humain passe par des rouages raffinés ou qu'il est filtré, qui leur donne des capacités et des compétences compétitives. C'est-à-dire que ce Congolais formé en RDC n'est rien à craindre, n'est rien à envier à celui qui a été formé à Sorbonne ou à Paris 8, ainsi de suite. Et pour cela, il faudrait qu'à chaque niveau, que tous nous regardions dans la même direction. C'est pour cela qu'il faudrait vulgariser cette vision, qui ne doit plus être la vision du chef de l'État. Elle a été sa vision lorsqu'il battait campagne. Elle a été sa vision avant qu'il ne soit confirmé hier. Une fois qu'il est confirmé aujourd'hui, et une fois qu'il a été confirmé et qu'il a prêté serment, investi par la Cour constitutionnelle, ça ne doit plus être sa vision, ça doit maintenant devenir la vision de la République, devenir la vision des Congolais. Et des Congolaises et des Congolais, quelles que soient leurs origines tribales, quelles que soient leurs origines régionales, quel que soit même leur bord politique. OK? Et pour ça, il faudrait mettre en place une véritable industrie de communication, pour ne pas dire une machine de communication, qui travaille dans la vulgarisation. Pourquoi vulgarisation? Parce que nous croyons qu'un Congo fort, c'est notre aspiration à tous. Un Congo prospère, c'est le rêve de tout un chacun. Un Congo, il faut beau vivre, ce sont les requêtes que chacun fait dans ce moment de prière. Qu'il soit musulman, qu'il soit kimbanguiste, qu'il soit chrétien, ainsi de suite. Et pour cela, il faudrait maintenant trouver des animateurs. Or, les animateurs, on ne les trouve pas toujours dans les partis politiques. Je reviens sur ce que j'ai souvent
ce que j'ai souvent répété, que les partis politiques n'ont pas le monopole de compétences et de savoir. Et ça serait une erreur monumentale et même technique pour le chef de l'État d'avoir les regards que sur ceux-là qui ont une alliance politicienne avec lui. Le Congo regorge de compétences. Le Congo regorge de gens qui sont motivés, qui sont prêts à mouiller leur maillot pour construire une nation forte, une nation unie, une nation prospère et une nation sécurisée, comme il a dit tout au long de sa campagne. Et pour cela, il doit puiser partout. Je suis pasteur, je vous donne un exemple. Vous savez que le roi Salomon, tellement intelligent, c'est l'un des rois les plus sages, parce que lorsqu'on prie que Dieu donne la sagesse au chef de l'État, on fait souvent référence à Salomon. Lorsqu'il a fait cette prière, le pasteur Roland l'a même dit dans sa prière hier, il a évoqué 1 Roi chapitre 3, lorsque Salomon fait la prière demandant à Dieu de la sagesse. Regardez le roi sage, le roi Salomon. Il veut construire à l'Éternel un temple. Cela a été le projet de son père David. Mais que David n'a pas pu faire, comme il est dit dans 1 Roi chapitre 5, à cause de tous les combats qu'il a eu à gauche et à droite. Il dit, mais maintenant que l'Éternel Dieu m'a donné du repos de tous côtés, je voudrais lui construire un temple. Mais la Bible dit, pour construire ce temple, Salomon va faire appel à Hiram, le fils de Tyr, pour que celui-ci, partant de ses compétences, vienne être le maître, le chef d'œuvre, le maître architecte, okay, le maître d'ouvrage, voilà, pour être le maître d'ouvrage dans la construction, excusez-moi, pour être le maître d'ouvrage dans la construction du temple. Quelle est la leçon? La leçon, c'est que lorsque dans sa tribu, Juda, il ne trouve pas quelqu'un qui a cette compétence, il fait appel à celui qui semble être étranger, mais néanmoins cet étranger dispose des atouts et des compétences que ceux-là qui sont autour de moi n'ont pas. Parce que ce qu'il faudrait éviter durant ce deuxième mandat, c'est de la configuration politicienne. On n'est pas chef pour donner du travail aux autres. On est chef pour faire appel, recruter le savoir. On n'est pas chef pour remercier le... Non, non, non. On ne remercie pas. C'est vrai, c'est ça ce qu'on appelle le politiquement correct. Okay? C'est vrai que les politiciens voudraient être remerciés en obtenant tel poste, mais c'est politisme. Ce politisme est aussi à la base du grand retard que l'Afrique est en train de connaître. Il faudrait au chef faire preuve, comme il a souvent fait, cette capacité de transcender les clivages politiciens, de transcender les attentes politiciennes pour voir le Congo comme une machine qui, à chaque niveau et à chaque poste, a besoin de techniciens. Donc, selon vous, il faut voir, le chef doit regarder dans tous les secteurs. Il doit regarder dans tous les secteurs. Le meilleur d'entre nous, la méritocratie, et faire appel à ces dignes fils du pays pour relever les défis. Mais, docteur Silas, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, ça peut se faire, mais est-ce que vous ne craignez pas que si le chef agit de cette manière, il y aura des frustrés politiques? Parce que nous avons plus de 900 partis politiques, tous ces gens-là étaient dans la campagne, tous ces gens-là étaient au four et au moulin pour que le chef soit là où il est. Pensez-vous que si chef vous écoute, fait ce que vous lui demandez, il risque d'avoir encore des blocages? Évidemment, surtout avec la mentalité africaine qui fait la politique de la fonction, la politique de la Mercedes, comme disait le professeur Kamana, la politique du poste. C'est vrai, il y aura beaucoup de positionnement. Du positionnement, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de frustrés, mais M. Delphin, ce qu'il faut retenir ici, dans le leadership, le leader, dans un leadership clairvoyant, un leadership fort et même transformationnel, le leader ne doit pas craindre de naviguer à contre-courant. Un leader qui ne suit pas de frustration est un leader qui n'agit pas. Parce que chaque action que vous mènerez aura des bénéficiaires, mais aura aussi des personnes, d'autres personnes qui se sentiront frustrées parce qu'ils croiront que c'est à eux
que vous devez ces actions de grâce, c'est à eux que vous devez ces remerciements. Mais les leaders doivent accepter de temps en temps à naviguer à contre-courant sans être ingrats. On ne peut pas diriger un orchestre dans l'opéra. On ne peut pas diriger un orchestre en regardant la foule. Okay. Celui qui veut être chef d'orchestre doit tourner le dos à la foule. Il doit tourner le dos à l'opinion publique. Un leader ne donne pas aux gens ce qu'ils demandent. Un leader donne aux gens ce dont ils ont besoin. Reprenez. Un leader ne donne pas aux gens ce qu'ils demandent. Okay. Un leader travaille pour donner aux gens ce dont ils ont besoin. Parce que ce que les gens demandent, c'est souvent ce qui est aléatoire, c'est le superficiel, c'est l'éphémère, c'est le momentané. Mais un bon leader doit réfléchir en long terme. Il doit réfléchir... En prévision. Vous savez, les mandats n'ont que 5 ans, mais moi je vais exhorter notre cher président à réfléchir même pour les 15-20 années à venir. Pas dans le sens de faire un glissement, mais de commencer des actions dont les impacts se feront ressentir dans les années qui vont suivre. Je vous donne l'exemple. Le président John Fitzgerald, en instituant ou encore en vendant au peuple américain les rêves d'aller sur la ligne, savait que techniquement parlant, cela ne serait pas fait lors de sa mandature, mais cela ne l'a pas empêché de réfléchir. Un leader, c'est celui qui plante un arbre à la fin de son mandat, tout en sachant que lui-même ne mangera pas le fruit de cet arbre-là. Okay. C'est ce qu'on appelle le leadership stratégique. Un leadership qui a un regard global, mais aussi un regard qui s'étend dans le temps. Et pour cela, je pense qu'avec tous les discours que le chef de l'État a tenus, parce qu'il suffit de voir hier, mais écoutez, on nous a fait une passe en or. Quand je regarde cette parterre, cette ribambelle de représentants de plus de 40 États, avec plus de 19 États, chefs d'État présents. On n'a pas besoin de dire que c'est la toute première fois. On ne doit pas tomber une prestation de serment où il y a autant de présidents. C'est une manière de légitimer le pouvoir, de croire à celui qui a été élu. C'est la preuve que du point de vue diplomatique, il y a des avancées qui sont en train d'être faites. C'est la preuve que du point de vue diplomatique, il y a un respect que ses homologues chefs de l'État lui accordent. Mais écoutez, ceci n'est qu'une ressource, ceci n'est qu'un potentiel qu'il faudrait très vite capitaliser. Alors, Dr Silas, parce que le temps nous fait vraiment défaut, mais c'est important que nous puissions prendre des questions importantes de la nation. Hier, on a vu autant de chefs d'État africains et des représentants, mais les chefs, en parlant, il est revenu sur les 6 engagements qu'il avait pris lors de sa campagne. Mais il y a un côté, certains Congolais l'attendaient qu'il puisse reprendre le propos du campagne en disant « je veux faire la guerre au Rwanda s'il y a crépitement de balles ». Pensez-vous que si les chefs de l'État commencent ce nouveau mandat avec ces défis de la guerre, ça serait un problème pour un bon Congo émergent? Bon, dire que commencer les mandats avec ces défis, je crois que nous sommes déjà en guerre. Nous avons toujours été en guerre et cette guerre n'a pas commencé avec les chefs de l'État. Cette guerre a commencé depuis 1994. Okay? Lorsque le 6 mai, pardon, lorsque l'avion du président Habyarimana est bombardé à Kigali, il y a eu très vite des incidences. Okay? D'abord, il y a eu ces déferlements de réfugiés rwandais qui viennent ici avec armes, avec munitions, avec chars de combat, même avec toute une banque. Et c'est là que tout a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous sommes dans le noir et ce noir a trop duré. Nous sommes déjà en guerre. Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est de pouvoir mettre en place une véritable intelligence stratégique. Une véritable intelligence stratégique. Okay. Pourquoi je dis stratégique? Parce que nous sommes un État que si nous sommes à même d'assurer notre souveraineté dans l'espace qui nous est reconnu, c'est-à-dire les 2 345 000 km². Mais il faudrait voir les choses en toute honnêteté intellectuelle. Le problème de l'insécurité à l'Est comme à l'Ouest de la République n'est pas qu'un problème du Rwanda. Okay.
ne faut pas cibler le Rwanda seulement. Non. Le Rwanda constitue un des problèmes majeurs, un des foyers qui dérange le plus au niveau de la sous-région, qui cherche à tout prix à déstabiliser le Congo. Et si le Rwanda le fait, c'est parce que le Rwanda croit aussi que c'est pour lui une démarche stratégique afin d'assurer sa survie. Là, nous sommes dans la géopolitique. Dans la géopolitique, ma sécurité peut m'amener à pouvoir déstabiliser la sécurité de l'autre parce que je crois que sa stabilité constitue pour moi une menace. OK? Et aujourd'hui, nous avons plus de 266 groupes armés au Congo. Parmi les 266 groupes armés, 14 de ces groupes sont étrangers. Ce qui signifie la question de la sécurité va au-delà du Rwanda. D'où ça serait une erreur stratégique de ne se focaliser que sur le Rwanda. C'est comme dans un match de football. On a en face de soi 11 joueurs, OK, qui constituent l'équipe adverse. Dans ces 11 joueurs, tout le monde peut nous faire du mal. Mais n'empêche que nous puissions déceler quels sont le cerveau moteur de l'équipe. On dira par exemple, c'est l'air Lionel Messi, c'est l'air tel milieu du terrain, il faut l'étouffer, il faut bien le surveiller. Mais n'amenez pas tout le 11 joueurs autour de ce distributeur de ballons, parce que même l'autre que vous avez négligé peut marquer un but. Okay. Vous comprenez? Je me rappelle de cette finale de la Champions League où le Real a marqué le but par un but, a remporté la coupe par Roberto Carlos. Qui pouvait s'imaginer qu'un Roberto Carlos pouvait marquer? Donner la victoire. C'est comme ça que la géostratégie fonctionne. C'est-à-dire nous avons un ennemi fort, nous avons un ennemi qui nous dérange, mais notre stratégie, notre intelligence stratégique ne doit pas que se focaliser sur lui. Pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi tenir en même temps compte de la présence des autres potentiels ennemis qui peuvent être à des moments fâcheux, plus nuisibles que le Rwanda. Par exemple, on cite l'Ouganda, on cite également... Le plus grand ennemi, je ne vais pas dire le plus grand ennemi, potentiellement celui qui peut nous faire le plus de mal, c'est l'Angola. L'Angola? Oui. Mais on est en justement. Il ne faut pas faire peur aux Congolais. Non, je ne fais pas. En fait, ici, je parle en tant que technicien. Technicien, ok. OK? Ici, je parle en tant que technicien. Les États sont régis par un régime, par une loi. C'est quoi? C'est la loi des rapports de force. Un État n'a pas d'amis. Un État n'a que des intérêts. Il faudrait, dans notre architecture sécuritaire, dans notre intelligence géostratégique au niveau de la région, ne pas considérer que le Rwanda, mais considérer aussi tous les autres qui a des temps fâchés. Parce que hier, à l'époque du maréchal Mobutu, le Rwanda n'était pas un danger pour nous. C'est plutôt avec l'Angola que nous faisions la guerre, via l'UNOTA de Savimbi. Savimbi. OK? On a fait la guerre au NFLA, on a fait la guerre au MPLA. OK? On a eu plutôt à exercer une certaine hégémonie sur le Rwanda, qui a même fait sous-traiter sa sécurité. Voilà pourquoi quand l'avion est abattu, ce sont des troupes zaïroises qu'on envoie pour récupérer le corps du président Habyarimana, qu'on va même enterrer. Voyez-vous? Qu'on va ramener sa famille, sa veuve, pour vous faire voir un peu la capacité hégémonique que nous avions à l'époque sur le Rwanda. Donc ce qui fait que demain, l'Angola peut aussi, pour une raison que j'ignore aujourd'hui, s'élever et dire, bon, je vais en découdre avec le Congo. Donc notre intelligence, notre stratégie sécuritaire doit tenir compte de toutes ces velléités, de toutes ces possibilités. Parce qu'il y a aussi le danger. Même en étant amis. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Angola, c'est le pays avec lequel nous partageons la plus grande partie des frontières transnationales. Non.
du Bandundu jusqu'au Katanga. Plus de 2000. C'est plus vaste. Plus vaste. L'Angola a la facilité de toucher plusieurs provinces pour nous faire du mal. Vous avez vu que même pour passer à Bunaganda, le Rwanda était obligé de passer par le Rwanda. Parce que les frontières que nous partageons avec le Rwanda est très réduites. Sont très réduites ces frontières par rapport à un pays comme l'Angola, qui a la facilité de nous toucher au Bandundu, au Grand Bandundu, au Grand Kasaï, les Katanga et les Bas-Congo. Mais aussi la proximité avec la ville de Kinshasa pour déstabiliser les institutions de la République. Nous avons le Congo-Brazza. Ce que je voulais dire par là, c'est que commencer les mandats en allant faire la guerre avec le Rwanda, nous sommes déjà en guerre. Okay? Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de restructurer notre armée. Assurer nos arrières. Restructurer notre armée pour construire une armée républicaine. Une armée dissuasive. Loyale. Une armée loyale. Une armée avec un capital humain formé et motivé. Non pas une armée clochardisée. Non pas une armée où les militaires économisent pour s'acheter sa tenue. Ce n'est pas le cas d'ailleurs avec le régime, parce que nous voyons aujourd'hui nos militaires, ils sont devenus comme des musiciens. Parce qu'avec Félix Tshisekedi... Donc c'est justement ce qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs priorités pour cette deuxième mandature. Mais écoutez, quand on commence un mandat, on se fixe les objectifs à atteindre. Mais on n'a pas l'obligation divine de pouvoir les atteindre tous, parce qu'il faut aussi réfléchir en termes de la continuité de l'État. Merci. Alors, docteur Silas, je précise qu'il est responsable de l'église Cité-Rama, il est écrivain, c'est un penseur. Quand il parle, il ne reste pas seulement dans la peau d'un pasteur, vous comprenez qu'il est un peu partout. Voilà les gens, les capitales humains que le Congo a besoin. Alors, révérend, on est presque à la fin, mais c'est vraiment important, cette question importante plutôt. Quels seraient les axes prioritaires, selon vous, pour que le petit peuple, le peuple lambda, puisse au moins dire que ces mandats, c'est pour nous? Parce qu'il y a les 100 premiers jours, comme d'habitude, et les 2 premières années, il faut quand même que le peuple sente les changements. Le pouvoir d'achat, la vie chère, tout cela. Le Congo est grand. Est-ce qu'il faut aller chercher les maïs ailleurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire nécessairement? Non, il ne faudrait plus revenir sur ces humiliations que nous avions connues. Un pays qui a plus de 80 millions d'hectares de terres arables n'a pas besoin d'aller emprunter le maïs. J'ai suivi le jeune président burkinabé. Vous savez, le Burkina Faso est un pays presque désertique, qui a dit que nous venons de relever un défi parce qu'on nous avait dit à l'époque que le Burkina Faso ne pouvait pas faire le blé, ne pouvait pas planter les blés. Et pourtant, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous pouvons vivre avec notre propre blé. Si un pays désertique comme celui-là, je pense qu'il faudrait aussi, dans les priorités, que l'on revienne sur cette fameuse vengeance du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire, avec 80 millions d'hectares arables, avec tous ces cours d'eau que nous avons, les Congolais ne devaient plus prier pour avoir à manger. Les Congolais ne devaient plus se battre que pour pouvoir trouver quelque chose à mettre sous la dent. On doit quitter ces humiliations où chaque année, depuis belle lurette, plus de 3 milliards de dollars sont dépensés dans l'importation de la bouffe, de la nourriture. Cela prouve combien nous sommes un peuple paresseux. Et je pense que l'une des priorités, l'un des axes prioritaires sur lesquels devait s'appuyer les chefs de l'État, c'est aussi dans le changement de la mentalité. Amener les Congolais à repenser ces paradigmes, à changer pour quitter cette paresse collective dans laquelle nous baignons pour devenir vraiment un peuple travailleur. Paresse collective? Paresse collective. Oui, nous sommes un peuple très paresseux. Il suffit de voir le potentiel, il suffit de voir les ressources qui regorgent notre sol, notre sous-sol, et de voir les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas assez travailleurs. Pourquoi? Parce que
nous avons surélevé, nous avons fait l'apologie de cette mauvaise culture des chances et l'okopamba, de Bukalelo, Lambalelo, Lialelo, la culture de l'immédiateté, la culture de serre, moi j'ai faim, la culture de la mendicité, et c'est là sur tous les plans. Le gouvernement qui mendie, les autorités qui mendient, le peuple qui mendie, même les enseignants qui mendient auprès des étudiants. On ne peut pas construire un pays fort avec cette culture-là. C'est là où je reviens sur un véritable changement de mentalité. Un changement de mentalité qui ne doit plus être seulement les discours que l'on tient, mais plutôt une véritable industrie de transformation. Parce que le Congo peut devenir grand, mais pas avec les types de Congolais que nous sommes. Les types de Congolais que nous sommes le tout premier obstacle à la grandeur espérée de ce Congo. Il faudrait un véritable changement. Et ce véritable changement ne viendrait qu'avec un véritable leadership. Nous bénissons Dieu pour la réélection du chef de l'État et nous prions, nous souhaitons, nous lui encourageons à prendre des mesures fortes. Des mesures qui sont de grands signaux, des mesures vraiment qui montrent qu'il y a une rupture avec ce qui a été hier. Lui-même, tout au long de sa campagne, a déploré beaucoup de choses. On devrait maintenant aller de la dénonciation à l'action. Donc, partir de la dénonciation qu'on a fait tout au long de la campagne pour maintenant prendre des mesures fortes et rigoureuses. Accepter qu'il y ait des frustrés. Il vaut mieux avoir des frustrés dans une république qui prospère qu'avoir une république qui tâtonne où il y a quelques jouisseurs. Alors, docteur Silas, on me fait signe, il nous reste 5 minutes. Et avec vous, ça part vite. Docteur, j'aimerais, si vous me permettez, le chef de l'État a parlé de la lutte contre le chômage. Il a parlé de la création d'emplois. Oui, je vais revenir à ça, c'est important, mais j'aimerais quand même vous poser cette question, ça va vous permettre d'aller... alors, vous voulez, le Nigeria n'a que le pétrole, à moins que je me trompe, n'a que le pétrole comme source. Mais le Congo a plusieurs potentialités. Diamants, or, cobalt, cuivre, l'espace, l'environnement. Il y a tellement de choses. Mais si vous regardez les budgets du Nigeria, ce n'est pas comparé avec la RDC. C'est justement là où je parle de la paresse. C'est-à-dire nous nous contentons pour très peu. Pour très peu, nous nous contentons. Nous festoyons parce qu'on a un budget, écoutez, on a un budget de 15 millions, alors que normalement, avec ce que nous avons comme potentiel, si on parvient à mettre fin au coulage des recettes, si on parvient à mettre une véritable politique d'austérité en place, si on parvient à réduire sensiblement les trains de vie des institutions, si on parvient à réduire sensiblement les salaires que l'on donne aux dirigeants, si l'on parvient à impliquer les Congolaises et les Congolais à mettre la main dans la pâte et à travailler, ce pays en moins de 3 ans est capable d'avoir un budget de 50 milliards de dollars. C'est possible. Voyez-vous? Ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est possible. Okay. Je parle en tant que scientifique. Okay? C'est possible de l'avoir. Mais pour cela, il faudrait de l'exemplarité. Okay. Le chef de l'État a parlé de la création d'emplois. Mais justement, cette création d'emplois, je vais revenir sur le Nigeria rapidement. Écoutez, le Nigeria n'a pas que le pétrole, parce que si le Nigeria n'a que le pétrole, et le Japon a quoi? Il n'a rien à part les tremblements de terre. Vous dites? Le Japon, lui, il n'a rien à part les tremblements de terre. Mais c'est un pays émergent. Mais c'est non. Le Japon est une puissance économique. Ok. Le Japon est une grande puissance de l'Asie. Le Japon siège dans les G7. Okay. Le Japon, c'est l'un des partenaires avec son agence de coopération, la JICA, qui aide le plus le Congo, qui n'a rien. Il n'a que les tremblements de terre. Un pays comme le Singapour a quoi? Aujourd'hui, nous parlons de l'Éthiopie, qui est en train de se battre pour faire partie des BRICS, de ces différents pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, voyez-vous, l'Argentine qui veut y entrer, l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. En fait, nous sommes dans ce que j'appelle le syndrome de l'enfant gâté. Nous avons les syndromes de l'enfant gâté. Les Congos. Oui. Un enfant à qui on donne tellement de jouets et il ne sait pas avec quel jouet jouer.
Et c'est qui, du coup, bloque sa capacité d'innovation, sa capacité, sa créativité. Mais vous prenez à côté un enfant qui n'a pas de jouets, qui n'a pas de Nintendo, qui n'a rien, et qui, grâce au fil de fer, va se fabriquer une voiture. Cette innovation vient du déficit qu'il rencontre. Et nous, notre paresse vient aussi quelque part de l'abondance. Voilà pourquoi je parle d'un changement de paradigme. Il faudrait adopter de nouveaux paradigmes qui nous amènent à travailler. Pas travailler pour le chef de l'État, mais travailler avec le chef de l'État. Pas travailler pour le chef de l'État, mais travailler avec le chef de l'État. Parce que si on travaille pour le chef de l'État, c'est pour le satisfaire. Non, si quand on travaille pour le chef de l'État, c'est pour... Lui-même n'en a pas besoin. Il a dit, je l'ai suivi sur Top Congo, il a dit, je l'ai suivi sur les émissions RTNC pour les différents candidats, je l'ai suivi scrupuleusement. Donc il n'a pas besoin de gens qui travaillent pour lui, il a besoin de gens qui travaillent avec lui. Pourquoi? Parce que lui finira par quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Mais c'est pourquoi il aurait travaillé la République, devra continuer. Donc il a besoin de gens qui vont travailler pour la République. Ok. Alors, l'emploi aux jeunes. L'emploi aux jeunes. Est-ce une mission impossible? Parce que si vous regardez la jeunesse congolaise, elle est vraiment une jeunesse abondante, remarquable. Est-ce les chefs de l'État plus de 60... de donner l'emploi aux jeunes? Est-ce que ça, ce n'est pas une fois de plus des promesses Non, dire que le chef de l'État, s'il sera en mesure, ça c'est une erreur. Ce n'est pas au chef de l'État de donner des emplois. L'État ne donne pas les emplois. Mais justement, c'est comme ça que je reviens sur le changement de paradigme. Dans un pays sérieux, ce sont les initiatives privées qui créent de l'emploi. L'État n'a que comme devoir à mettre en place un climat d'affaires apaisant, rassurant, crédible. L'État n'a qu'à mettre de la pression pour que les jeunes gens qui aimeraient créer de l'emploi, qui aimeraient créer des entreprises, travaillent pour pouvoir... L'État doit travailler pour leur donner l'accès au crédit bancaire. Or, l'accès au crédit bancaire, nous avons une politique bancaire, en tout cas l'une des plus difficiles au monde. Ce qui justifie aussi quelque part la paupérisation, l'absence de l'emploi dans le milieu des jeunes Congolais. Plus de 65 millions de Congolais, 65% des Congolais, voulais-je dire, à moins de 25 ans. Ça, c'est un potentiel énorme. Donc, au lieu de citer seulement le cobalt, de citer ainsi de suite, nous avons déjà cette grande tranche de la population qui constitue en elle-même une grande ressource. Si nous la capitalisons, et elle constitue aussi une bombe à retarder si nous la laissons dans le chômage. Aujourd'hui, nous avons des cas de Koulouna. Nous avons aujourd'hui les camps de banditisme urbain, de Koulouna, ainsi de suite, les matolos que nous voyons circuler dans les grandes artères de Kinshasa, les chèques, vous voyez des jeunes gens qui suivent des véhicules en train de mendier. C'est devenu un travail. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de l'emploi. OK? Parce qu'il y a absence de l'emploi. Donc, c'est l'initiative privée qui doit créer l'emploi. C'est de là que j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit, nous faisons, je considère aussi, je conseillerais plutôt, à ce que l'on mette en place un véritable leadership entrepreneurial. Ce leadership entrepreneurial aura pour mission de pouvoir vulgariser la culture du marchand, la culture de la vente, de la création et de la vente. Pourquoi? Parce que le Congolais a beaucoup de qualités, mais il y a une qualité qui manque au Congolais, c'est la culture des affaires que le Congolais n'a pas. Merci. Contrairement aux Nigériens, aujourd'hui, si vous voulez acheter des pièces de rechange, vous irez chez les Nigériens. Allez dans n'importe quel pays du monde, vous êtes sur CanalSat, tous ceux qui sont dans n'importe quel pays du monde, ils vous diront comment se comportent les Nigériens. Dans n'importe quel pays du monde, ils vendent. Et le Congolais ne vend pas. Vous allez aujourd'hui au Château Rouge à Paris, vous allez à Matongé à Bruxelles. Malheureusement, vous allez trouver un Indien qui vous vend les Mbisakauka, qui vous vend les Mbinjo, parce que le Congolais s'est orienté vers la musique, le Congolais s'est orienté vers les débats politiciens, pour ne pas dire débat politique. Et aujourd'hui, nous avons laissé le monde des affaires aux étrangers. Or, celui qui contrôle votre économie finit toujours par contrôler votre souveraineté et à dicter votre politique. Merci, pasteur Silas, ou docteur Silas. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire pendant cette émission que vous n'avez pas
a dit, adressez-vous au chef de l'État, au Premier ministre qui viendra et aux gens qui sont censés diriger ces pays. Je vous laisse quelques minutes. Au chef de l'État, je dirais, c'est le mandat de la grandeur. Votre entrée dans l'histoire, où vous avez réussi à devenir, non pas seulement un président qui a réussi à se faire réélire, mais aussi à s'ériger en tant que standard pour devenir le modèle, le minimum de ce que l'on doit être pour pouvoir prétendre à la présidence de la République demain. Et cela exigera de vous de la négation, de l'austérité et surtout cette poigne dont vous avez toujours fait preuve, la niaque. Cette niaque dont vous avez toujours fait preuve en prenant de bonnes décisions et surtout, encore j'insiste, en choisissant de bons collaborateurs. On ne choisit pas de collaborateurs qu'on aime. On choisit des collaborateurs qui sont susceptibles d'apporter de l'eau dans le moulin pour faire avancer la machine qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et à ceux-là qui vont être nommés ministres, ils devraient comprendre qu'être serviteur de la nation, c'est un apostolat. On ne sert pas dans le gouvernement, on n'est pas dans le gouvernement pour voler, pour prendre, se faire une belle vie, mais inscrivez vos noms dans les annales dans la République en lettres d'or, en disant, nous avons connu des gouvernements, mais celui-ci, c'est le meilleur. Peu importe, on n'a pas besoin de dire que ça, c'est le gouvernement de X ou d'Y. Non, non, c'est dans les réalisations, c'est dans le résultat. Travailler pour l'unité de la République démocratique du Congo. Nous sommes une mosaïque, et cette mosaïque des tribus, d'ethnies, des clans, ne doit pas être considérée comme une faiblesse, mais c'est plutôt un atout, cette diversité. La diversité, c'est la beauté. La diversité, c'est ce qui fait même la beauté de la République. Et pour cela, nous avons besoin de nous transcender, de nous élever au-dessus, au-delà de l'émotionnel, au-dessus du politicien, du politique, au-dessus du militantisme, au-dessus pour embrasser la patriocratie. Un Congo fort, un Congo puissant. Et pour cela, l'Église doit jouer son rôle. L'université doit jouer son rôle. Les médias doivent jouer son rôle. Afin que tous ensemble puissions léguer à nos enfants un Congo plus beau qu'avant. Merci à l'adresse de votre église, quand même. Vous êtes pasteur. Je suis pasteur. J'ai la chance d'être le pasteur de l'église Cité Rama. L'église qui amène l'église à la nation, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Nous sommes sur avenue Adama, au niveau du rond-point Sosimat. Nous sommes juste derrière l'ambassade de la France, avenue Adama numéro 1 bis. Nous sommes là les mercredis, les vendredis et les dimanches. Je vous invite à venir communier avec nous, prier, écouter les enseignements qui vont vous changer, qui vont vraiment vous changer, faire de vous de nouveaux hommes utiles à l'Église et utiles au royaume de Dieu, utiles à la nation. Donc, Adama numéro 1, juste derrière l'ambassade de la France, au niveau, il y a la station d'essence, vous entrez sur cette avenue-là, qu'on est en train d'asphalter d'ailleurs. Nous sommes là, à la deuxième parcelle à droite, l'église Cité Rama, la cité du prophète qui oint le roi. Merci. Pasteur Silas, docteur Silas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise qu'il est responsable de l'église Cité Rama. C'est un écrivain, il a écrit autant de livres. Tapez seulement docteur Silas, vous allez voir ses publications. C'est un scientifique de mon pays, quelqu'un qui voit le Congo en grand. Merci. J'ai même eu un jour le privilège de remettre en main propre le président de la République mon livre Bâtisseur des Nations. J'aimerais avec tout le respect pour ce deuxième mandat, qu'on réalise encore cet ouvrage. Merci. Voilà. Merci, docteur Silas. Restez fidèle à nos programmes. Vous nous avez suivis partout dans le monde sur notre chaîne Univers Télévision, Canal+, fréquence 482. Et puis, allez dans nos chaînes YouTube, vous allez déguster encore cette émission, partager. Mais ce n'est pas la dernière fois, nous allons encore l'inviter parce que c'est une bibliothèque pour la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Je vois M. Landry Foucault qui était là et je vois également M. Fils à la réalisation. Merci à vous et M. Yann derrière la caméra. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible.